Et coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette série où nous allons faire un petit tour dans le Loiret. Fantômes, monstres, contes et miracles nous attendent dans ce petit lot d'histoires folkloriques du coin. J'espère que vous êtes bien installés et ne perdons pas plus de temps. Nous commencerons cette série par un fantôme, un revenant plus précisément. La Birette, un être prenant la forme d'un mousquetaire et hantant les lieux. Celle de Montargis aura fait parler d'elle et pour cause. La Birette n'arborait aucune armoirie, mais avait malgré tout l'apanage d'un mousquetaire comme on les a si bien connus. Des bottes au chapeau, sans oublier la rapière. Du moins, c'était l'apparence qu'elle prenait lorsqu'elle s'en prenait à des jeunes femmes. Car pour les hommes, alors c'était plus l'apparence d'une femme forte et avec une tenue plus classique, adaptant ainsi son apparence, pouvant même aller jusqu'à prendre l'apparence d'un animal, soit un ours, soit un loup, et faisant penser à une créature que nous verrons dans la prochaine vidéo. Mais revenons à notre revenant. Sa technique de chasse semble être toujours la même, se repliant dans un recoin sombre, de nuit, aux abords d'une route. Elle attend sagement l'arrivée d'un passant et sort alors de sa cachette pour le poursuivre en poussant un cri semblable à une chouette. C'est vers le 19e siècle que l'une d'elles se sera manifestée et des témoignages de passants tous plus loufoques les uns que les autres allaient dans ce sens. La description de la créature variant en fonction du degré de frayeur que les victimes avaient ressenti. Jusqu'à ce qu'un jour, des braves du village empruntèrent la route où elle semblait surgir. Cette dernière croyant alors pouvoir faire fuir les hommes, surgit mais finit contre toute attente rouée de coups. Le mousquetaire ne fit pas long feu et resta meurtri. Il s'est avéré après un examen quelque peu plus poussé que le fameux fantôme était en réalité un simple farceur ayant voulu faire un canular. Bien qu'il se remît de sa belle rossée particulièrement méritée, son envie de jouer la Birette lui était passée après cela. Quant au nom de Birette, c'est un mot que vous pourriez avoir entendu, car si à Montargis il s'agit d'un revenant, on peut le voir revenir pour désigner d'autres créatures en tout genre. Nous aurons d'ailleurs peut-être des occasions d'en voir plus par la suite. Et pour ce qui est de notre mousquetaire revenant, j'avoue que l'idée est plutôt sympathique et originale. Je n'ai pas vraiment mémoire d'avoir vu cela dans une œuvre de fiction. Quoi qu'il en soit, nous avons fait le tour de celui-ci, qui même parti d'une blague aura créé un être à part entière dans la légende. C'est un gros morceau sur lequel on s'attaque, car on parle d'une créature qui ressemble à la très connue bête du Gévaudan. J'ai nommé la bête d'Orléans. Un monstre qui aura terrorisé la région au début des années 1800, soit environ 50 ans après le massacre de la première bête. Selon de nombreux témoignages, il s'agissait d'un loup bien plus féroce que la moyenne et d'une taille disproportionnée, capable de véritables carnages qu'aucun animal ordinaire n'aurait pu causer. Mais si la bête a laissé son empreinte, on n'a jamais pu être fixé quant à sa réelle nature. Ses premières victimes furent un jeune couple à Péronville, et rapidement suivis par 4 enfants plus tard vers Saint-Rémy-sur-Ave. Pourtant, malgré la traînée de sang qu'elle laissait, impossible de mettre la main dessus. Elle disparaissait comme par enchantement. Bien qu'il y ait eu de nombreux témoignages qui affublèrent rapidement le monstre d'apparences diverses, voire même loufoque, créature ailée avec figure humaine, cornes et j'en passe, même si la logique voudrait qu'il s'agisse d'un prédateur local ou encore un animal exotique. Quoi qu'il en soit, la bête d'Orléans parvenait toujours à passer entre les mailles du filet, et ce malgré un grand nombre de battues effectuées dans le but de la retrouver. Hommes et chiens arpentant la région de long en large, sans aucun succès. Elle fut alors nommée la bête d'Orléans car on la soupçonnait d'avoir fait de la ville sa cachette, lui attribuant même la nature surnaturelle de loup-garou. D'autres rumeurs pointaient du doigt le baron de Péronville d'être un lycanthrope également. Ce fut afin de calmer la masse qu'on annonça la mort du dernier loup orléanais aux alentours de 1868, dont la dépouille empaillée peut être visible au musée des sciences naturelles d'Orléans encore aujourd'hui, même si les attaques semblaient avoir cessé bien avant cela. D'ailleurs, une histoire prétendrait alors qu'un soldat aurait eu l'idée de remplacer les balles de son arme par des pièces d'argent repliées, blessant mortellement la créature qui ressuscita le lendemain pour s'en prendre à de nouvelles victimes. Une autre rumeur prétendait que les chiens de chasse s'enfuyaient de peur en voyant la créature,
rendant la plupart des battues caduques. Mais quoi qu'il en soit, on suppose que la créature aura disparu aux alentours de 1807 et les attaques auront cessé aussi subitement qu'elles avaient commencé, laissant alors un grand mystère planer quant à sa nature. Une chose est sûre, la bête d'Orléans aura laissé sa marque et n'en demeure que les spéculations. Nous en avons déjà vu quelques-uns dans d'anciennes vidéos, et cette fois ne fait pas exception, car c'est bien d'un pont du diable dont nous allons parler, ces fameux ponts dont le créateur a la fâcheuse tendance à se faire flouer à la fin. Déjà la 4e en vidéo, mais ne vous y leurrez pas, il y en a beaucoup d'autres. Mais si la finalité semble identique, l'histoire possède souvent son petit lot de différences. Et bien souvent, ces histoires nous rappellent que nous autres humains savons être aussi inventifs que le malin lui-même. À Beaugency, traverser la Loire demeura longtemps un souci. Oh tiens, ça rime. Oh, excusez-moi, on reprend. Car cela ne pouvait se faire qu'en bateau et la ville manquait de moyens pour l'édification d'un pont au-dessus d'un fleuve aussi large. Aussi bien que du bateau, les habitants s'étaient accommodés. Mais le diable, qui était féru d'actualité, eut vent de la détresse des habitants en lisant son journal un beau matin. Alors vêtu comme un prince, il se rendit voir le maire de la ville pour lui proposer un marché qu'il ne pourrait refuser. La construction d'un pont, aussi solide que durable en une seule nuit, avec pour seul prix de construction la première âme qui poserait le pied dessus. Sans surprise, bien sûr. Le maire, tout sourire, accepta sans même rechigner. Au contraire, pour lui c'était parfait. Et le pont fut bel et bien construit en une nuit. Car si les marchés du diable sont souvent dangereux, on ne peut cependant pas lui reprocher de ne pas tenir sa part. C'est ainsi que les habitants se pressèrent pour observer la construction, mais aucun ne posa un pied dessus. Et le diable était là, observant la foule, attendant de savoir qui serait le premier à poser le pas. Le maire fit alors son arrivée, portant un chat et un seau d'eau. Il posa le premier au sol, pour ensuite vider le contenu du récipient sur le pauvre animal. Le félin prit en étau entre le diable et l'eau qui tombait droit vers lui dut faire un choix. Et il se jeta alors dans les bras du diable. Le démon observa la foule avec un regard dédaigneux avant de les insulter ouvertement. Ensuite, il caressa l'animal et l'invita à venir se chauffer au coin du feu avant de disparaître pour ne plus jamais revenir. Qui sait, peut-être était-il rassuré de voir que l'espèce humaine pouvait être plus mauvaise que lui. Mais voilà la fin de cette histoire, même si le pont demeure. Il y a beaucoup de choses qui peuvent souvent attirer notre regard et doucement faire grandir notre curiosité. Nous avons tous connu ça au moins une fois en observant un objet, un lieu ou un bâtiment, nous faisant nous demander quelle peut être donc sa véritable histoire. Les dolmens ne font pas exception et bien souvent il y a un petit lot d'histoire qui court sur eux. L'être humain, inventif, pourra même se laisser aller à un peu de fantaisie dans ses récits. Et c'est ainsi que peuvent parfois naître les légendes, même lorsqu'elles ont un fond de vérité. Il y a ceux de Tavers qui possèdent bien ce genre de petites histoires et nous allons faire le tour de 2 de ces constructions. À commencer par celui de la pierre du Vert Galant qui se trouve à 4 km au nord-ouest de la commune. Une légende nous raconte que cette pierre aurait été lancée par un géant, peut-être bien vert lui aussi. Ouais bon, fallait la faire un jour celle-là. Bref, il l'aurait donc lancée depuis le Mont des Élus, soit un bon 15 km à vol d'oiseau. Mais ce dolmen possède une autre histoire et si vous avez vu la vidéo de l'A1, ça risque de vous parler, car l'on prétend que la pierre aurait été un simple caillou dans la chaussure de Gargantua, dont il se serait débarrassé sur place pour reprendre ses aventures. Tournons-nous maintenant vers le dolmen de la pierre tournante, et là encore, nous allons voir une histoire qui peut avoir un air de déjà-vu, bien que rien ne la relie aux anciennes histoires que nous avons pu voir par le passé. On prétend qu'une fois par siècle, le temps d'un soir, et pas n'importe lequel, celui de Noël, le dolmen se met à tourner sur lui-même pour laisser entrevoir une entrée dans la terre. Celle-ci abriterait alors un fabuleux trésor que l'on peut attraper avec une poêle à longue manche. J'avoue que la chute était un peu inattendue pour celle-ci, même pour moi. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de ces petites histoires qui prennent parfois une dimension loufoque. Voire même celle d'une simple farce qui aurait fini par devenir une légende. Pourquoi pas après tout? Ne doutons jamais de rien. Quoi qu'il en soit, nous avons fait le tour de ces édifices, même si je ne doute pas que d'autres histoires peuvent exister. Que ce soit des fées, des sorcières, des géants, il peut y avoir autant d'histoires que d'humains, et chacune peut valoir la peine d'être racontée. C'est de religion dont nous allons parler cette fois, car oui, les lieux religieux sont souvent empreints de mythes et de mystères qui peuvent laisser songeur. Libre à vous d'y croire ou non, bien sûr, c'est votre droit, mais ces histoires sont toujours sympathiques à raconter autant qu'à découvrir.
Notre-Dame de Cléry, qui se trouve à Cléry-Saint-André, fait partie de ces lieux qui aura connu son lot d'aventures. De sa construction jusqu'à aujourd'hui, où elle reste un lieu de pèlerinage visiblement apprécié des croyants. La légende nous raconte que la statue qui se trouve dans l'édifice n'aurait pas dû être là. Elle fut trouvée par un paysan qui tomba dessus en revenant du labour de ses terres avec ses bœufs, une statue dont on peut se demander comment s'était-elle retrouvée dans un buisson. C'était une œuvre d'environ 1 mètre de haut de la Vierge Marie qui portait son enfant dans les bras. Elle était là, posée bien en évidence, et le paysan décida de la charger dans son attelage pour la porter au curé de sa paroisse. Mais les bœufs, habituellement si dociles et n'ayant jamais désobéi, décidèrent cette fois de n'en faire qu'à leur tête, partant dans la direction opposée jusqu'à une belle clairière. Y voyant là une intervention divine, on décida de construire une petite chapelle à l'endroit où ils avaient emmené la statue. À partir de là, on raconte que de nombreux miracles eurent lieu, tant et si bien que l'endroit devint rapidement trop petit. Philippe le Bel fera alors construire un collégial, et l'édifice grandit peu à peu durant les siècles jusqu'à devenir la basilique que nous pouvons voir aujourd'hui. Le dernier fait connu remonte à 1670, un miracle dont fut témoin les chanoines du collégial de Cléry. Durant la prière du soir, la statue devint aussi pâle qu'un mort, et rapidement couverte de larmes et de sueur. Nous ne savons pas grand-chose d'autre à l'heure actuelle sur cet étrange phénomène qui n'est pas si rare que ça dans la religion. Les statues en pleurs ont toujours fait l'objet d'une vénération, et ce fut également le cas pour la Vierge de Notre-Dame de Cléry. Comme dit en début de vidéo, libre à vous de croire ou non. Que ce soit vrai ou faux, je pense que le principal n'est pas vraiment là au fond. Comme toutes les histoires que l'on peut voir, ce qui compte à mon sens, c'est ce qu'on peut en retirer. Et voilà qui met fin à cette série sur le Loiret. J'espère que les histoires vous auront plu et que vous avez passé un bon moment devant. Je n'ai pas pu faire la découverte prévue la semaine dernière, donc je tâcherai de la faire cette semaine et une nouvelle fable de La Fontaine au passage. Quant à la prochaine série de vidéos, nous retournons dans le nord-est cette fois. Pour ceux qui pourraient se demander comment je choisis, je laisse le hasard faire jusqu'à ce que nous ayons fait le tour de tous les départements. Si vous connaissez le Gewürztraminer, alors ça vous donne une idée de notre prochaine destination. Mais d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et à très vite.